Le ton se durcit à Capesterre-Belle-Eau. Les agents grévistes ont bloqué la RN1 au lever du jour. Ils réclament désespérément une rencontre avec le maire qui a décidé de pratiquer la politique de la chaise vide. Et l'eau tarde à revenir dans les robinets. Les mairies appellent à la solidarité et mettent en place des points d'eau. À qui attribuer la responsabilité de ce qui ressemble de plus en plus à un désastre? ATV Guadeloupe vous a posé la question. 120 bras pour planter des cocotiers sur l'île Les Carrettes. Les écoliers ont été mobilisés ce matin pour contribuer au sauvetage d'une petite merveille de la nature, dévorée à petit feu par l'érosion. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Levés aux aurores, les agents grévistes des services municipaux de Capesterre-Belle-Eau, affiliés à l'UTC-UGTG, ont bloqué la Nationale 1 à hauteur de la section Four-à-Chaud. Ils ont ainsi perturbé la circulation, provoquant un impressionnant embouteillage dans les deux sens dès 5h30 du matin. Mobilisés depuis le début du mois de mai, ils demandent à rencontrer Joël Beaugendre sans succès, malgré la présence d'un médiateur. Reportage Karen Diam. Pour trouver une solution au conflit qui oppose les syndicats à la municipalité de Capesterre-Belle-Eau, un médiateur a été mandaté par le centre de gestion et a entamé des discussions mercredi dernier avec les deux parties. On estime que mercredi après-midi, où nous tenions rendez-vous avec l'autorité Capesterre et les médiateurs, et nous-mêmes, en local à la police Capesterre, les choses bien passées, la médiation nous déboussaillait un peu, ça nous a attaqué dans la négociation hier, qui était pour faire hier. Donc, c'est que le travail bien fait à niveau là ça et que hier nous étions sereins à affronter l'opposition, pas l'opposition, l'autorité à travers les différents points que nous tenions à discuter. Monsieur Beaugendre décrété qu'il n'y a pas qu'à venir dans la négociation hier et qu'il a joué avec à venir un personnel communal à Capesterre. Il y a nous rendez-vous aujourd'hui à désert. Quand nous avons constaté aujourd'hui à désert que monsieur Beaugendre a repoussé rendez-vous à lundi. Une attitude qui continue d'agacer les syndicats. Nous pouvons dire que c'est rien qui qu'on a fait, fixer rendez-vous et pas venir dans. Et les gens qui disent que nous sommes un pays français, nous sommes un pays de droit, nous pouvons demander un pays français, un pays de droit qui est là, ou là on met que les gens ont mis en examen à plusieurs reprises pour trafic avec le commerce qu'il a fait. Il n'y a pas foutu gérer la commune correctement. Nous voyons lettre à l'ensemble, à les élus, pour demander ce qu'ils ont pensé faire dans le cadre de ça pour permettre à ce que les biens réglés. Malheureusement, nous non silence total. Pourquoi demander dans qui pays français de droit, pays de là parce que nous ne pas arriver à comprendre sérieusement. Ou là, nous mais qui viennent fou. Ils viennent complètement fou dans la mesure qu'il ne pas quand même rendre compte qu'il a convoqué dans un rendez-vous, il pas venir, il a convoqué il a signé un protocole, il pas signé, il a pris des engagements, il pas respecter, il demande à ce que la mairie ferme. Au pays font l'entour, nous convoquons tout service à la mairie ouvert. Et malheureusement, M. Beaugendre, à l'indicatif, il est absent complètement pour ne pas savoir réellement dans qui côté il est. C'est donc sur ce point que les choses semblent bloquées. Quand les syndicats affirment que l'accès aux services municipaux est libre, le maire, lui, parle d'accès filtrant. On estime que c'est un grand mépris pour les travailleurs, c'est un grand mépris pour la population capestérienne. Donc, si ça, on a dit que Beaugendre il jouait. Le rapport de force, c'est Beaugendre qui a mis en route. Ça, Beaugendre voulait, c'est ça nous bailler. Nous ne pouvons pas battre Beaugendre, ça ne pas demander nous. Ça, demander nous, c'est ça nous bailler. Si Beaugendre voulait que les choses rangées, s'il ne veut pas que personne n'a démontré mes contentements, nous commandons à 26 à l'entrée table pour nous discuter, pour nous ouvrir la négociation convenablement. En attendant, un nouveau rendez-vous est fixé ce lundi à 14 h, en espérant que les deux parties s'entendent sur les conditions d'accès à la mairie. Et un service minimum de l'eau a été mis en place suite à l'accord survenu cette nuit entre la direction du SIAG et les organisations syndicales. Une nouvelle rencontre est prévue d'ailleurs demain entre les parties. Mais l'eau tarde à revenir dans les robinets, notamment à Sainte-Anne et à Saint-François. Hier, les élus de la Guadeloupe parvenaient enfin à trouver un accord pour la création du syndicat unique de l'eau. Qui est responsable de cette crise de l'eau, selon vous? Moïse Dexter a recueilli vos avis. On vous écoute. Crise de l'eau là, et bien, je pense que ces chefs-là, la bande qui nomme ici Bernier, et Hernandez, il part dans quoi, mais c'est qui commence à foutre nous dans la merde. Et puis, bon, c'est grévistes, il faut y défendre pas de problème. Aucune idée, je sais pas. Moi, il y a de gauche chez moi. Ah, je sais pas. Moi, au contraire, on paye facture, moi, là. Je sais pas. Les députés, etc., le gouvernement, parce que longtemps, ils n'ont jamais été là dans ça. J'ai 2 enfants, une grossesse difficile. Je me trouve prendre de l'eau en bidon. Vous trouvez ça normal, ça?
Alors, bon, nous disons que c'est le général des eaux. Ranger de l'eau, mettre souvent en accord. En crise de l'eau, je ne sais pas. On va comprendre. C'est les mêmes cagoumés directement pour présidence, pour mandat, ceci, cela. Je ne coupe pas dans ça parce que je ne peux pas apporter les solutions adaptées. Parce que je c'est ça. On a de l'eau au robinet, on va couler. Mais de l'eau là, pas bon. De l'eau là, pas bon, pas bon, il la boit. Il n'est pas consommable, même laver directement, il corps regarder. Mais je sais pas. Non. Non, on n'a pas d'eau, c'est ce que je sais. Je sais pas, si c'est l'État, si c'est la région, je sais pas. Monsieur Bernier, c'est lui qui est le patron du SIAG, c'est ça là. Ah ben, c'est lui qui a débrouillé lui avec les grévistes. Responsables, ce sont les élus locaux. Hein. C'est ceux qui s'occupent par exemple de l'eau, par exemple les divinités. Principalement je crois que c'est le maire de Saint-François. Personne ne soit. Simplement. À Général des Eaux, en quête du seul nom, c'est M. Rodrigue. J'essaye même pas de suivre ça parce qu'on a tellement de difficultés à comprendre les choses. Les gens renvoient la balle sur les autres, donc on a du mal. Mais bon, il y a des responsables, c'est sûr. Eh bien, dirigeants du pays là, ces dirigeants-là, mais c'est eux qui ont de l'eau, c'est eux qui ont toute bêtise, c'est eux qui gouvernent le pays là. Mais c'est eux qui sont en couillonnade. Alors, c'est en couillonnade. Pas de moyens de faire confiance. Et les orthophonistes hospitaliers, libéraux et étudiants étaient appelés à une grève nationale pour réclamer une revalorisation de leur salaire, trop faible au regard de leur niveau d'études. Quelques orthophonistes de la Guadeloupe se sont manifestés en milieu de journée devant le CHU de Pointe-à-Pitre pour faire entendre leur indignation. Geneviève Pommier, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente du syndicat des orthophonistes de la Guadeloupe. Oui. Que représente ce métier dans le dispositif de soins? Bien, nous sommes des professionnels de la communication. Donc nous intervenons sur prescription médicale pour tous les troubles de la communication, de zéro dès les tout petits, dans des cas de handicap, comme la surdité ou la trisomie, jusqu'à la fin de vie, comme les cas d'Alzheimer ou de Parkinson. Un maillon essentiel. Un maillon essentiel, c'est pour ça qu'en 2013, nous avons réussi à obtenir le grade de master. Donc les études d'orthophonie sont passées de 4 à 5 ans. Alors, vous venez d'y faire référence. En 2011, vous étiez déjà manifesté pour une revalorisation de vos diplômes, aujourd'hui de vos salaires. Avez-vous le sentiment d'être délaissé pour compte, d'être méprisé ? Exactement, puisque on ne comprend pas trop, c'est-à-dire que le gouvernement, le ministère de la Santé nous accorde le grade de master et parallèlement à ça, les salaires ne suivent pas. C'est-à-dire que quand vous êtes Bac plus 5 et que vous vous retrouvez avec un SMIC, ce n'est pas vraiment normal. Et ça fait 2 ans qu'on lutte, qu'on essaie de ne serait-ce qu'ouvrir les négociations avec le ministère de la Santé. Donc les rendez-vous sont reportés de date en date et ça fait 2 ans et demi qu'on lutte pour avoir cette revalorisation des salaires. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement à l'État aujourd'hui ? Que notre diplôme soit valorisé et payé à sa juste mesure. C'est-à-dire que là, à Bac plus 5, nous sommes payés comme des SMICards. Non seulement ce n'est pas normal, mais c'est carrément méprisant. Nous avons une grille salariale qui évolue très très lentement. On lutte, et à chaque fois, on a l'impression qu'il faut lutter, descendre dans la rue pour obtenir quelque chose qui nous revient de droit. Vous réclamez une revalorisation de quel ordre ? Là, c'est une grille salariale qui est établie au niveau des différents ministères, de toute façon. Donc, on réclame juste qu'on l'applique. Quelle est la situation de la profession ici? Vous êtes, je crois, 106 orthophonistes? 106, 107, bon, mais il y a encore des besoins. Il manque des orthophonistes, il manque une vingtaine d'orthophonistes, et notamment dans les secteurs hospitaliers, parce que, premièrement, nous avons une population à risque, avec beaucoup plus d'accidents cardiovasculaires qu'en métropole, plus d'AVC, plus de Parkinson, plus de diabète et bien sûr plus de traumatisés crâniens à cause du nombre excessif d'accidents de la route.
Et donc nous intervenons dès l'hôpital, dès la sortie de l'hôpital, dès la sortie du coma pour certains. Et forcément, s'il n'y a pas assez d'orthophonistes en hôpital pour s'occuper de ces pathologies, ce sont des gens qui vont se tourner vers le libéral. Or, en libéral, nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer les soins. Donc c'est un délai d'attente qui peut aller jusqu'à 6-7 mois. Ce n'est pas normal. Quelles sont vos conditions de travail ? C'est des listes d'attente, comme je vous disais, qui sont difficiles à gérer parce que les gens sont des fois en souffrance. Hein, quand vous avez des enfants qui arrivent juste après l'annonce de handicap, les parents sont aussi en souffrance. Donc, en attendant, ils se dirigent vers un psychologue parce qu'il y a un travail, effectivement un travail de deuil à faire. Mais nous devons intervenir très vite aussi pour établir ou rétablir la communication. Les orthophonistes se sont mobilisés aujourd'hui un peu partout en France, et pas uniquement en Guadeloupe. Est-ce que vous avez eu un retour de votre mobilisation, le sentiment d'avoir été entendu ou des retours carrément du gouvernement ? Pas encore, pas encore. On saura ça ce week-end. On aura le retour de la manifestation qui s'est déroulée à Paris. Nous avons servi de relais puisqu'il était important que tous les départements, y compris en Outre-mer, suivent le mouvement pour montrer notre solidarité. Donc nous aurons les retombées très très vite. Envisagez-vous de vous mobiliser de nouveau ? Si nécessaire, oui. Merci en tout cas Geneviève Pommier d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors les habitants de Grand-Santi en Guyane manifestent depuis hier. Soutenus par leur maire, ils dénoncent des dysfonctionnements dans les services publics. Une colère ravivée ces derniers jours par la diffusion d'une vidéo. On y voit un homme mettant délibérément le feu à la jambe d'un natif de la commune. Les explications avec Xavier-Paul Lepeletier d'ATV Guyane. On regarde ensemble. Ce sont quelques flammes qui ont suffi à ravager la jambe d'un natif de Grand-Santi, ainsi que la paix sociale péniblement retrouvée depuis le viol d'une enseignante en février. Si les protagonistes du fait divers se fréquentent depuis plusieurs années, c'est leur différence d'origine qui a ravivé les tensions liées aux disparités chez les Grand-Santiens. Ceux qui ne sont pas locaux à Grand-Santi se sentent un peu menacés. Et la population également se sent menacée. Ce n'est pas un acte raciste qui a été commis, c'est juste une bêtise. Et j'espère que ce monsieur, il va assumer les conséquences de sa bêtise. En gros, ce n'est pas blanc et noir. Hein, parce qu'à Grand-Santi, il y a des blancs qui sont là depuis au moins 12 ans. Même Nicolas, il faisait partie de la famille. Et les gens ils disent, mais il est fou, il est fou. Comment te dire ça? C'est pas blanc-noir, hein. C'est que la population, en plus du fait qu'il y ait le viol sur l'enseignante, ça, elle avait mal pris. Et il se passe un truc comme ça alors qu'elle fait des efforts pour montrer que c'est quand même un territoire attractif, la population est là pour accueillir les professeurs, qu'ils ne sont pas là pour les manger ou leur faire du mal. Et quand il se passe un truc comme ça, la population se dit mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quoi faire? Manifester avec le soutien de la mairie afin d'attirer l'attention sur des problématiques récurrentes, entre une desserte aérienne insuffisante, un service postal catastrophique et des gendarmes qui se font cambrioler. Les résidents sont mécontents, d'autant qu'ils estiment que la prise en charge médicale du brûlé a été insuffisante, une information démentie par la direction des centres de santé basés au Char. J'ai vu les photos, cette personne était vraiment brûlée, mais je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire si c'était gravement brûlé ou pas. Sur le centre de santé, j'étais médecin compétent, mais oui, c'est une brûlure du 2e degré, sur, on va dire, 2-3% de la peau, de la surface corporelle. Hein. 1% c'est une pomme de la langue, donc là vous avez à peu près, allez si je suis gentille, 3%. Donc ce qui est loin des critères d'évacuation sanitaire, puisqu'il faut au moins avoir au moins 10 à 20%, ou dans une zone dangereuse, c'est-à-dire au niveau du visage, au niveau des mains, parce que les séquelles peuvent être fonctionnelles. Mais sur une jambe, moi, médecin, travaillant régulièrement en centre de santé, je n'aurais jamais évacué ça. Si j'évacue ça, j'évacue tout le monde. Peu de précisions permettent actuellement de retracer le déroulement et les motivations de l'acte inqualifiable qui a mis le feu aux poudres. Une audience le 7 juillet à Saint-Laurent-du-Maroni permettra d'éclaircir les zones d'ombre et peut-être ramener la bonne humeur habituelle des Grand-Santiens. De 15 000 pharmacies en 1963, on est passé à près de 23 000 dans les années 2000. Résultat, on compte aujourd'hui une pharmacie pour 2700 habitants en France hexagonale. Beaucoup trop, selon la Cour des comptes. Quelle est la situation en Guadeloupe? Bénédicte Jourdier a mené l'enquête. Comme cette pharmacie, on en compte 150 sur l'archipel, ce qui représente une officine pour 2713 habitants.
Un chiffre trop élevé selon la Cour des comptes. La réglementation prévoit une pharmacie pour 2500 habitants. La Guadeloupe peut se situer dans une certaine moyenne, mais après il faut avoir des considérations plus spécifiques. La notion d'accès à une pharmacie de proximité, la notion de moyens de transport, disponibles ou pas, qui font qu'on ne peut pas concentrer l'ensemble des pharmacies uniquement dans les centres-villes. Le cadre législatif permet de regrouper des officines sous certaines conditions, mais jusqu'à aujourd'hui, l'ARS ne dénombre aucune demande de regroupement aboutie. L'ordre des pharmaciens n'y voit que très peu d'intérêt. Il n'y a pas forcément trop de pharmacies. Je pense que les Guadeloupéens sont contents d'avoir une pharmacie à côté de chez eux. Il n'y a pas trop de pharmacies. Encore une fois, peut-être pour des raisons économiques, 2 pharmacies doivent se regrouper, mais c'est au cas par cas. Je pense que c'est une chance d'avoir autant de pharmacies et de pharmaciens en Guadeloupe. C'est dommage de devoir les regrouper, parce que chaque pharmacien apporte sa coloration, son désir du métier, et puis chacun a des compétences différentes. Chacun a des affinités avec l'herboristerie, l'éducation thérapeutique. Voilà, chaque pharmacien peut apporter des choses différentes aux patients de sa commune. Pour l'Agence régionale de santé, les regroupements ne doivent pas se faire au détriment de la population, au détriment de l'accès aux soins. C'est pour ça que le regroupement concerne essentiellement des pharmacies qui se trouvent en zones très densément peuplées, comme Pointe-à-Pitre ou comme Basse-Terre, qui voient leur population soit se stabiliser, soit diminuer dans le temps au cours de ces 20 dernières années, alors même que les pharmacies sont figées, sont maintenues dans ces 2 bourgades. Chaque commune est pourvue de pharmacies, excepté Vieux-Fort, qui ne présente pas un quota de population suffisamment élevé. Une enquête signée Isabelle Hameau, Bénédicte Jourdier. Restez avec nous dans un instant. Les enfants aussi sensibilisés pour sauver l'île et Carrette. Et puis les jardins seront ouverts au public ce week-end. Nous vous emmènerons ce soir à la découverte de l'un de ces joyaux du patrimoine à Basse-Terre. Les 3, 4 et 5 juin, de nombreux jardins publics se dévoileront aux visiteurs à l'occasion des rendez-vous au jardin, un événement qui attire de nombreux curieux. Visites, animations, promenades seront ainsi proposées tout au long du week-end. Karen Diama nous entraîne à la découverte de l'un de ces lieux d'exception, la Maison du patrimoine de Basse-Terre. On regarde. Située en plein centre-ville et sans véritable jardin, la Maison du patrimoine a tout de même souhaité participer à l'opération Rendez-vous au jardin. C'était un défi que nous avons relevé en choisissant de parler, de partir de la thématique étant les couleurs du jardin cette année. Donc on a évolué sur le jardin créole, les couleurs dans nos assiettes, comment se réapproprier finalement des produits du terroir pour mieux manger, consommer local. Et on participe aussi à l'année internationale des légumineuses qui a été lancée par l'ONU. Donc 2016 étant un temps spécial pour se rappeler que ce sont des aliments vraiment importants et essentiels pour lutter contre la faim dans le monde et puis même pour la santé de tout un chacun. Et puis ce sont des produits qu'on a l'habitude de consommer ici, des produits pour certains, des produits locaux. Donc c'est aussi une occasion de mettre en valeur notre patrimoine. Pour ce faire, un ensemble de pièces et de témoignages divers sont proposés à la population. Nous recevons des conférenciers. Donc par exemple là on voit Madame Marie Gustave qui est de l'association Aplameda Rome, qui est une association justement qui œuvre pour le partage autour du jardin créole, autour des cultures locales. Visuellement, nous avons une exposition où nous présentons les graines, les légumineuses, et quelques pièces d'artisanat. Et puis on essaie d'exposer un certain nombre de graines de chez nous avec un système de repérage pour que les gens puissent lire un petit peu et retrouver les noms des graines, leur origine. Des origines qui n'ont pas tardé à susciter l'intérêt de visiteurs. Nous sommes en fait très intéressés par les graines parce que quand on se promène dans la nature, on en voit beaucoup et ma femme et son ami sont très intéressés pour en faire des colliers. Et aussi en décoration parce qu'il y a des gousses qui sont très belles et ça nous fera des souvenirs de la Guadeloupe. C'est vrai que parfois j'ai passé devant sans m'arrêter, souvent parce qu'on était pressés, mais
c'est une initiative très intéressante. Un projet intéressant, mais surtout audacieux, à l'image de la ville, définie comme ville d'art et d'histoire. Madame Marie-Luce Panchard, maire de Basse-Terre, a le plaisir d'accueillir le public ce week-end, pendant les 3 jours de vendredi à dimanche. Ça fait partie de nos missions en tant que porteur du label Ville d'art et d'histoire, de participer au rendez-vous jardin et à d'autres rendez-vous organisés par le ministère de la Culture et de la Communication. Sans véritable jardin, la Maison du patrimoine a su tirer profit des richesses de l'archipel pour offrir au public un rendez-vous au jardin des plus originales. Sacrée plus belle femme de la Guadeloupe en 2011, elle se tourne désormais vers l'événementiel avec un grand show nommé Fashion Mood qui aura lieu demain dans une discothèque du Gosier. Cindy Lepape, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élue Miss Guadeloupe en 2011. Oui. Et là, nouveau domaine, celui de l'événementiel. Vous organisez demain la Fashion Mood. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc la Fashion Mood, c'est... voilà, en fait, j'ai voulu rassembler le milieu du spectacle à celui de la mode. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de mettre en avant des créateurs mensuellement, des créateurs de la Guadeloupe. Le mois dernier, c'était Daniel Garriga. Et pour cette fois, on a Laurence Robert, qui est une créatrice de Saint-François, de Lot of Love Création. Et autour de ça, voilà, une ambiance caribéenne, cosy, et tout ça pour se détendre. Quel sera le programme demain? Parce que je crois que ça commence à 22 h. Hein. C'est ça. Donc, on est en collaboration avec c'est le Sky Lounge, à Bas du Fort Gosier. Et au-delà des 3 créateurs, donc il y a Laurence Robert, on a aussi un show coiffure de Fabrice Lubin, et aussi on a Bisou Bisou, c'est un show lingerie. Et autour de tout ça, on a des stands qui proposent un relooking, un parcours beauté pour les femmes et aussi, pourquoi pas, les hommes. Donc on a un New Style qui propose des chaussures, T-Création originale, ce seront des bijoux, Tessa Whitaker qui propose des parfums. C'est une artisante de parfums, c'est très 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 intéressant. Elle les confectionne elle-même. Tout à fait. Et vraiment, j'incite toutes les femmes et tous les hommes à aller vers tous ces ateliers parce que ça met vraiment en lumière des gens qui sont passionnés. Voilà, on a aussi Make Up Forever qui pourra vous offrir un relooking et aussi des bons de réduction pour la boutique à la suite. Ça commence à 22 h et oui. C'est tout au long de la nuit? Oui, donc c'est ça en fait. La partie mode, c'est jusqu'à minuit et après c'est une ambiance du tonnerre, comme on peut dire, avec DJ Oui Oui. Cindy Lepape, vous avez une licence en biochimie, professeur des écoles, faites une formation de professeur des écoles voilà, en ce moment. Je suis toujours en formation. Pourquoi avez-vous choisi le milieu de l'événementiel? C'est-à-dire qu'à côté des études, j'ai toujours eu les défilés de mode, j'ai été Miss, etc. Et là, c'est comme une évolution. Au bout d'un moment, j'ai toujours été dans les défilés, mais là, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'organiser. J'ai fait de belles rencontres qui m'ont permis de faire un répertoire. Je me suis dit, allez, on met tout ce beau petit monde ensemble et on crée quelque chose d'intéressant pour les Guadeloupéens, un beau spectacle. Cindy Lepape, c'est quoi la vie après Miss Guadeloupe? À quoi elle ressemble, cette vie? C'est clair que ça change tout. Puisque après, forcément, ça nous met en lumière et puis les gens viennent à nous. Après, c'est à nous de garder les bons contacts. Et c'est vrai que là, ça fait déjà 5 ans, mais on voit que j'y reste puisque c'est intéressant, mais il faut quand même garder ses limites et faire attention à l'image parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. L'image, c'est important et il faut savoir quoi faire. Et justement, je jette un petit clin d'œil à toutes les jeunes filles qui peuvent vouloir se lancer dans le mannequinat ou dans la mode. Il faut faire attention à son image et aux propositions qu'on reçoit. Vous parlez justement d'image. Quelle image que vous souhaitez véhiculer à travers cette manifestation sur la mode? Une image déjà de quelque chose de très classe, mais en même temps pas guindée. C'est-à-dire que la mode, en général, dans les défilés, on voit que les filles sont très strictes, très, très, très minces. Mais bon, ça, je parle à l'international. Mais ici, c'est vrai que c'est beaucoup, tout en restant très professionnel, ça reste quand même un petit peu dans le spectacle. Et on parle de show à ce moment-là.
C'est un show mode. Vous parlez de mannequinat. Est-ce que c'est un secteur qui vous a particulièrement attiré? Est-ce que vous avez eu des propositions? Vous avez eu l'occasion d'évoluer un petit peu au niveau peut-être national? Après justement mon titre de Miss, j'ai été 2 ans à Paris, où j'ai eu l'occasion de travailler avec quelques marques. Ça s'est très bien passé, mais j'ai voulu quand même revenir ici pour justement créer. C'est plus facile parce qu'en tant que Miss Guadeloupe, on est des mini Miss France. Il faut savoir qu'ici, l'élection a beaucoup plus d'ampleur que dans les autres régions de France, où parfois les gens de certaines régions ne savent même pas qui représentera le titre. Alors qu'ici, on est comme des mini Miss France. Et pour moi, c'est plus facile de créer des projets comme celui-ci. Donc, je reviens à l'origine. Et les jeunes filles s'identifient à vous en général ici? Ben, je constate et justement, j'espère être un bon exemple, pourquoi pas. Cindy Lepape, est-ce que vous êtes sensible aux bonnes manières? Oui. Alors vous sachez que depuis le 30 mai dernier et ce jusqu'au 5 juin prochain, c'est la semaine de la courtoisie au service ORL du CHU de Pointe-à-Pitre. Ce service a choisi de porter un regard nouveau sur la courtoisie, une action qui a pour ambition de réhabiliter une notion qui semble devenue désuète. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. Merci. J'ai décidé aujourd'hui d'être courtois. Un sourire peut illuminer le visage de quelqu'un. Au service ORL du CHU, la courtoisie s'affiche. Bonjour Vanessa, vous allez bien? Ça va, oui, ça va. La courtoisie en tant qu'infirmière, on dira que c'est déjà la base en fait, hein, puisqu'on a affaire quand on travaille à des personnes, à des humains, donc c'est un savoir-vivre et ça fait partie, j'ai envie de dire, complètement du soin. En tant qu'infirmière, savoir être courtois, savoir s'adresser correctement, poliment à un patient, savoir dire bonjour, détacher un sourire ou soutenir un regard, voilà, ça fait partie de notre métier finalement, la courtoisie. La courtoisie n'est pas un simple élément de décor. L'oubli d'un merci ou d'un bonjour suffit à provoquer des comportements négatifs, voire agressifs. Il faut qu'on revienne à une valeur principale. Qui me concerne, c'est le respect des uns et des autres. Et ça, on le perd, quelles que soient les personnes. On le perd parce qu'on est stressé au quotidien, on le perd parce qu'on pense à autre chose, on le perd parce qu'on a des pressions de toutes parts, que ce soit les patients qui viennent parce qu'ils sont stressés, ils sont malades, donc ils sont en attente. Nous, parce qu'on a de la demande et qu'il faut pouvoir répondre correctement, enfin répondre pas verbalement, répondre correctement à la demande et répondre médicalement aux patients. Il est donc important pour le service ORL d'apporter un regard nouveau sur la courtoisie et quel que soit l'endroit. C'est important quand on dit bonjour quand tu arrives quelque part? Très important. Pourquoi? Déjà, c'est le contact. Effectivement, c'est voilà, c'est déjà le premier contact. Donc c'est important. Pour moi, de base, c'est important. En résumé, l'esprit de courtoisie se cultive toute l'année. Attitude de politesse raffinée, mêlée d'élégance et de générosité. Voici la définition de la courtoisie selon le Larousse. Linda Kayarsi est allée à votre rencontre pour connaître votre définition. On vous écoute. La courtoisie, c'est la gentillesse. Moi, personnellement, la courtoisie existe en moi déjà. Je suis souriante à tout moment, même devant les problèmes, ça va. Pour moi, c'est être bien dans sa tête, le sourire, surtout le dialogue. Et, comme on dit, l'angoisse, non, pas du tout, pas d'angoisse. Mais c'est d'être positif, d'être gentil avec tout le monde, enfin, faire le minimum dans un maximum. Bon, la courtoisie, pour moi, il faut avoir le respect des autres, il faut qu'on soit à l'écoute des autres, il faut faire attention des autres, si je peux dire, même aimer les autres aussi. Eh bien, tout d'abord, bonjour. La courtoisie, bon, c'est d'être, comment dirais-je, d'être gentil avec tout le monde, c'est-à-dire d'être aimable à l'être humain. La courtoisie, c'est être poli vis-à-vis d'un interlocuteur ou encore, vu mon métier, au niveau des chauffeurs. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un au niveau d'un stop et qu'il y a un ralentissement, à ce moment-là, on devrait s'arrêter. La courtoisie, c'est l'approchement amical envers son prochain. Donc être courtois, bien le mot court, pas trop long, mais au moins que la personne se sente à l'aise face à vous. Si par exemple il pose des questions,
on se met à sa disposition. Et pour l'aider à trouver la réponse, mais avec une sorte d'humour, une sorte de cœur, qu'on sait que c'est à l'aise, qu'on sent qu'il y a l'humanisme en soi. En Martinique, l'organisation du Tour des Yoles Rondes édition 2016 prend forme. Le comité technique, les représentants de l'État, les pompiers et les forces de l'ordre se sont réunis en préfecture ce matin. Objectif, mettre en place tous les dispositifs de sécurité pour cette manifestation qui attire des milliers de spectateurs chaque année. Reportage Guy-Raphaël René et Loïc Régis d'ATV Martinique. Sortez de là! Oh! Sur terre comme en mer, le Tour des Yoles attire des milliers de spectateurs, des participants à gérer. 2 mois avant le coup d'envoi de la manifestation, les différents acteurs de la sécurité et des secours mettent en place leurs dispositifs. Rien d'innovant pour le moment, mais l'organisation est ajustable en fonction des besoins. Les dispositifs sont cadrés en fonction de ce qu'on imagine comme étant une menace ou en tout cas une difficulté, quelle qu'elle soit. Donc en fonction de ce risque, on va adapter notre dispositif. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui puissent permettre de dire qu'il y a un risque plus important aujourd'hui qu'hier. La police, les pompiers et les gendarmes sont mobilisés, des services de l'État partenaires de la manifestation, une application qui représente un coût, notamment pour les sapeurs-pompiers. C'est un dispositif assez lourd, comme on vient de le préciser. C'est un dispositif de plus de 100 000 € pour les sapeurs-pompiers. L'an dernier, 44 000 € a été versé par la Fédération des Yoles pour dédommager le service départemental. Et chacun connaît déjà son rôle. Faire respecter la réglementation sur la navigation, que les gens ne font pas du n'importe quoi sur le plan d'eau et assurer aussi en matière de sécurité qu'il ne puisse pas avoir de collisions et d'événements malheureux. Nous sommes dans un premier temps là pour la prévention, mais effectivement au niveau de la répression, parce que tant sur l'eau que sur terre, la gendarmerie sera présente. Une collaboration essentielle au bon déroulement du spectacle. Pour surprendre le public cette année, la fédération mise sur de nouveaux atouts. Yole365.com, eh bien avec simplement ce site, cette application, vous pouvez partout connaître la position de votre yole, le classement, tout ce qui se passe sur l'animation, avoir toutes les informations. Et puis nous avons essayé également autour de cette compétition sportive de mettre la meilleure animation. Nous avons peut-être l'envie de mettre les 3 plus grands groupes en live de la Martinique actuellement sur le podium à l'arrivée de Fort-de-France. Prologue le 31 juillet dans la baie de Fort-de-France. Fini le tour en sens inverse comme l'an dernier. La première étape partira de la ville capitale pour rejoindre les Anses d'Arlay. Et ce matin, les élèves de l'école privée de Sainte-Marie-la-Croix des Abîmes se sont rendus à l'Île-et-Carrette, une journée croisière organisée par le cluster maritime Guadeloupe. Elle avait pour objectif de sensibiliser ces jeunes écoliers sur l'avenir incertain de l'îlet. L'occasion pour ces derniers d'apporter aussi leur contribution pour la préservation de ce petit joyau. Linda Kayarsi, Sarah Descamps. La première mission de ces écoliers, ils l'ont accepté, partir à la découverte de l'Île-et-Carrette et connaître son histoire. Pourquoi appelle-t-on l'Île-et-Carrette l'Île-et-Carrette? Parce que là, des tortues qui viennent prendre leur jeu. Et comme les tortues s'appellent l'Île-et-Carrette. Les tortues carrettes? Les tortues carrettes, eh ben, on a appelé cette île l'Île-et-Carrette. Très bien. Et si l'île va disparaître, qu'est-ce qui va arriver aux tortues? Elles vont mourir. Elles vont mourir. Elles ne pourront plus revenir pondre ici. L'objectif pour nous en tant que professeurs, c'est de passer un message aux enfants qui est donc de sauver l'environnement. Et du coup, on essaye de les sensibiliser à ça. Deuxième mission, reboiser l'îlet avec notamment des cocotiers. L'idée, remplacer tous ceux qui ont déjà perdu la bataille contre l'érosion de la barrière de corail, mais aussi les fortes houles du Nord. Ça tient. Ça tient, c'est superbe. Hein? Pas trop profond. Alors, tu as décidé de baptiser ton cocotier? Alors, tu l'as appelé comment? Lucie. Comme qui? C'est original. Comme qui? Moi. Aujourd'hui, l'opération Sauver l'Île-et-Carrette est devenue une affaire intergénérationnelle.
Eh bien, l'opération qui est faite, c'est d'emmener les enfants, parce que c'est leur patrimoine, c'est leur avenir, c'est de les emmener et de leur faire planter des cocotiers. Et ils plantent pour pouvoir demain venir sur l'île Les Carrettes, qu'il y ait de l'ombre, que tout le monde puisse en profiter et que ça reste encore un espace de villégiature. Avec les années, les actions de sauvetage se multiplient. C'est de redonner en fait un côté naturel, la première chose. Ensuite, ça va être de mettre des corps morts pour que dès qu'un bateau vienne sur l'île, ça soit des corps morts écologiques et que plus personne ne mette l'ancre à carrette pour protéger les herbiers. Ensuite, ça va être de faire des études pour voir comment on peut, avec des systèmes, notamment un système qui fonctionne bien, qui a déjà fait ses preuves un peu partout dans le monde, qui s'appelle StabiPlage. C'est fait pour justement protéger l'îlet de l'érosion. Mission accomplie pour ces jeunes écoliers qui ont contribué à leur façon à sauver l'île Les Carrettes d'une disparition programmée. Et c'est l'heure des informations pratiques. La grève de l'eau continue jusqu'à nouvel ordre, mais les communes s'organisent. Des points de distribution d'eau potable seront mis en place à Sainte-Anne ce week-end, samedi et dimanche de 8h à 13h. Le maire appelle à la solidarité. Des points de distribution d'eau, cette fois non potable, à Saint-François. Des cisternes d'eau non potable à l'école mixte 1 et 2, l'école de Dubédou à Bragelonne, Pombiré, le Stade, la Pointe des Châteaux et Bois de Vipar. Et les écoles de Saint-François seront ouvertes lundi 6, mais le service de restauration scolaire, lui, ne sera pas assuré. Les cours seront assurés de 8h à 11h30, ainsi que le mercredi et le jeudi de 8h à 11h. À Saint-Martin, des coupures d'eau sont prévues aussi dès lundi matin, 6 juin, cette fois en raison de travaux sur le réseau. Des débordements d'eau usée sont à prévoir dès 7h du matin. Et la qualité de l'air est très mauvaise. L'ensemble de l'archipel est placé au niveau rouge de l'alerte en raison de brumes de sable qui traversent notre archipel. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.